pente de la montée du niveau de la mer moyenne au XXe siècle, et voici ce que présentait mon précédent transparent, à savoir la pente moyenne depuis 2000 ans. C'est très intéressant de comparer cette pente à ce qu'elle fut il y a environ 14 000 ans, à l'époque où justement le niveau de la mer avait sa vitesse d'augmentation la plus grande qu'on connaisse depuis qu'on s'intéresse à cette variable. Donc ça, c'est intéressant, ça montre déjà qu'il y a un potentiel de vitesse de variation du niveau de la mer très important, et qu'aujourd'hui, ce potentiel n'est probablement pas exprimé à 100%. Voici une courbe encore plus précise. Alors là, l'axe X représente en milliers d'années, à gauche le passé, vers la droite le présent. On voit depuis le dernier maximum glaciaire l'évolution du niveau de la mer, donc il a bougé de 130 mètres. On n'est plus dans les millimètres, on est dans les mètres, on est dans les hectomètres. A bougé de 130 mètres avec un paroxysme, et ce dont vous avez parlé ce matin me fait penser à ça. Il y a un maximum de hausse du niveau de la mer vers 14 000 ans aujourd'hui, qui pourrait... Enfin, c'est un phénomène assez compatible avec ce que vous évoquiez ce matin, à savoir qu'il est possible qu'à ce moment-là, ça c'est moi qui dis, mais il y a un changement de phase statistiquement très important. Et on pense que cette vitesse-là, enfin, une des hypothèses avancées, c'est qu'il y a eu vraiment des phénomènes de vidange de lacs formés par des bouchons glaciaires. C'est une des hypothèses apportées. Ce qui est une autre échelle pour envisager le changement de phase, c'est pas dans ce sens-là que vous l'entendiez ce matin au sens strict. Néanmoins, on voit bien que le changement de phase, la fonte des glaces, si on peut dire, à l'échelle du globe, peut montrer des accélérations très importantes, et on le voit clairement sur ce schéma. Alors après, c'est pas compliqué, donc on a la glace sur les surfaces continentales, la glace qui fond ruisselle vers les océans et fait monter le niveau de la mer. Le phénomène est assez simple à représenter. Alors, quelles sont les causes de la hausse actuelle du niveau de la mer? Deux causes principales. Première cause, la dilatation, qui est un phénomène donc, dû au stockage de chaleur dans les océans. Deuxième cause, l'apport d'eau douce aux océans. Alors, ce petit dessin est sympathique, néanmoins il véhicule l'ambiguïté. On a l'impression que l'eau responsable de la hausse du niveau de la mer serait issue d'un glaçon flottant à la surface de l'océan. On sait bien que ce n'est pas le cas, puisque la fonte du glaçon dans la mer, représentée à droite, ne fait pas monter le niveau du verre. En revanche, cette fonte qu'on illustre avec l'image qui est sur la partie gauche ici, la fonte de la banquise, elle est symptomatique d'un phénomène de réchauffement, bien entendu. On voit ici le trait jaune, je ne sais pas si vous le voyez du fond de la salle, le trait jaune représente la limite de la banquise autour du pôle Nord en septembre 79, et l'image qui est là vous montre la même chose en 2012. Donc vous voyez ce front qui, de façon saisonnière, tente à de plus en plus rétréci. Donc c'est un phénomène, si on fait abstraction des fluctuations de fréquence, c'est un phénomène monotone, et donc encore une fois symptomatique du réchauffement. Donc la Terre se réchauffe, c'est pas non plus le discours de la journée. On a un réchauffement de la température moyenne de l'air en surface mesurée au XXe siècle. Donc là, vous voyez, ici entre 1880 et 2000, on est proche du degré. Et il faut voir que la température de surface de l'océan, elle, varie dans des ordres de grandeur qui sont plus faibles, du fait de la capacité calorifique de l'eau, tout simplement. Alors, ce dont nous disposons je vais donc parler de l'effet thermostérique, de l'effet de dilatation de l'océan, qui est en partie responsable de la hausse du niveau de la mer.
Ce dont nous disposons pour évaluer la quantité de chaleur piégée par l'océan, ce sont des relevés, alors par des balises depuis les années 50, il y avait des réseaux bateaux qui font des mesures, grosso modo, sur les 500-700 premiers mètres depuis la surface des océans. Ce réseau, au fil du temps, a eu tendance à se densifier. La grande nouveauté depuis 2003, c'est la mise en place, l'implémentation d'une flotte de bouées livrées à elle-même et qui effectue des cycles de 10 jours au cours desquels elles vont de 0 à 2000 mètres puis remontent. Un cycle entier fait 10 jours et au cours de ces 10 jours, ces sondes font des mesures de température et de salinité. À l'issue des 10 jours, la sonde remonte en surface, transmet ses données à un satellite qui lui-même ensuite les transmet aux stations de collecte. Et donc vous voyez ici, représenté sur cette carte, la répartition des 3500, 3600 flotteurs répartis sur cette flotte qui s'appelle Argo. Donc grâce à ces mesures, donc, on dispose d'une information sur le contenu énergétique de l'océan. Ici, on représente le contenu thermique de l'océan, qui n'est rien d'autre que la masse de l'océan multipliée par la chaleur spécifique dont je parlais tout à l'heure, et multipliée aussi par l'augmentation de température de l'océan. Donc vous voyez qu'il y a une dispersion entre les différentes, au début de la courbe, qui est due au fait qu'on n'avait pas le réservoir d'eau à l'époque. Et donc on voit une augmentation de la quantité de chaleur stockée dans l'océan. Alors pour la petite histoire, ce matin on évoquait 10 puissance 21 joules, là on est à 10 puissance 22, donc ça c'est un graphe d'IPCC, je ne mettrai pas en cause les ordres de grandeur présentés sur ce graphe, mais on est bien dans les 10 puissance 22 joules. Voilà. Alors, l'expansion thermique va résulter c'est linéaire, hein, sur l'expansion thermique, il y a un coefficient de dilatation, il y a une proportionnalité par rapport à l'énergie qui est stockée. Donc, donc cette chaleur stockée va induire une dilatation. Ici, on représente, toujours de 1960 à aujourd'hui, l'évolution du niveau de la mer due à l'expansion thermique mesurée entre 0 et 700 mètres. D'accord ? Alors, il y a une contribution de l'océan profond, c'est en dessous des 700 mètres, mais on estime, il y a d'abord les mal connus, ensuite on estime que cette contribution relativement est de l'ordre de 10 à 20%. Il y a des études actuelles qui s'intéressent à ça, notamment pour la fameuse histoire de la pause qui était évoquée ce matin. Ok. Donc voilà une représentation entre 1970 et 2010, dans laquelle vous voyez donc, en rouge, orangé, l'évolution du niveau de la mer moyen, donc les fameux 3000 mètres sur la partie droite de la courbe, comparé à la contribution simplement due à l'expansion thermique. Donc, grosso modo, on va dire qu'un tiers un gros tiers du niveau de la mer est imputable à l'expansion thermique, 1 mm. N'hésitez pas si vous avez des questions au fil de la présentation. C'est un tiers ou c'est 2 tiers? Un tiers, 1 millimètre, c'est un tiers de 3 mm. Oui. Pardon? D'habitude, on nous dit souvent 2 tiers. Ça dépend de la période sur laquelle la mesure est faite. Si vous êtes sur parce que justement, ce sont des proportions qui changent selon la profondeur temporelle, considérée. Alors, la chaleur stockée dans les différents réservoirs du système climatique, il faut, ce transparent, là, je ne savais pas trop le mettre dans la présentation. Il se peut qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais il est juste là pour rappeler quand même que l'OCBC, c'est un chiffre qui a été avancé hier par Valérie Masson, c'est que 93% de la chaleur anthropique accumulée dans le système climatique va vers l'océan, les terres émergées et l'atmosphère ayant des stockages beaucoup plus modestes, en tout cas sur les 50 dernières années. Et un ordre de grandeur, c'est toujours intéressant d'avoir un ordre de grandeur, c'est que 5 10 puissance 22 joules, apparemment ça correspond à l'énergie de toutes les ressources fossiles actuellement potentiellement encore utilisables sur Terre.
Donc ça permet de se faire d'étalonner les ordres de grandeur quand on parle en 10 puissance 22 joules. Alors, le niveau moyen global de la mer, c'est une variable intégratrice, donc, qui va, c'est un petit transparent récapitulatif, qui va tenir compte donc, de l'expansion thermique, de la fonte des glaces continentales et, bien entendu, aussi, de façon plus marginale, de la diminution du stock d'eau sur les continents. Et là, on touche au cycle de l'eau à l'échelle globale. Les mécanismes par lesquels les calottes polaires perdent de la glace sont pas simples, non, mais on en distingue deux principalement. Alors là, je parle pour le Groenland, notamment. Sur le Groenland, la moitié du mécanisme vient d'un phénomène, la glace se comporte comme un fluide, donc avec une phase d'accumulation, un fluide visqueux, très visqueux, une phase d'accumulation sur la partie supérieure du dôme, et ce fluide visqueux s'écoule vers les océans. Et le bilan, c'est le bilan entre les apports et les pertes. C'est comme ça que le phénomène d'équilibrage s'effectue. Alors 50% des flux sont sur ce phénomène-là, les autres 50% ce sont les mêmes phénomènes que les glaciers sur les surfaces continentales classiques à des latitudes moindres. Et là il s'agit de fonte avec une partie d'ablation, une partie d'accumulation sur la glace avec des écoulements. Alors les deux processus sont les responsables sur le Groenland. Sur l'Antarctique, c'est majoritairement le phénomène qui représente